Salut à toi l'ami, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons parler du burn-out dans le monde académique. Nous allons voir les choses qui peuvent engendrer ce burn-out, aussi comment le prévenir et quelques solutions pratiques justement pour le surmonter. On entend de plus en plus parler justement du burn-out dans le monde académique, des diverses raisons qui peuvent amener à ce burn-out. Il y a déjà 4-5 ans, j'avais fait un entretien avec une ancienne doctorante qui avait fait un burn-out pendant sa thèse et qui avait partagé comment elle s'en était remise, comment elle avait surmonté cela. Donc si cela t'intéresse, je te mettrai le lien dans la description. Mais il y a beaucoup de causes qui peuvent amener le burn-out. Donc l'académie favorise en quelque sorte le burn-out par différentes méthodes, différentes façons. L'une des premières choses pourrait être la charge de travail excessive. Il y a énormément de choses à faire dans le monde de la recherche. Recherche, enseignement, conférences, recherche de financement. Le rythme de travail peut devenir de plus en plus insoutenable, avec des longues heures, les week-ends et les soirées souvent comprises. Mon superviseur actuel, le professeur avec lequel je travaille, il travaille tous les jours. Elle se réveille à 5h30 du matin. À 5h45, tu commences à avoir des emails d'elle et elle peut répondre jusqu'à 22-23h. Et elle répète cela. Lorsqu'on a j'ai des meetings avec elle, parfois elle est déconnectée parce qu'elle est trop fatiguée pour parler et discuter. Le week-end, elle va aussi répondre, elle est très efficace, mais elle est vraiment très impliquée. Donc elle a une charge de travail énorme. Bien sûr, c'est son choix, elle adore ce qu'elle fait et elle est heureuse de pouvoir faire cela. Donc au final, chacun choisit ce qui lui semble le mieux pour avoir son rythme. Elle court aussi tous les jours 10 km parce qu'elle a remarqué que faire du sport lui permet d'avoir une meilleure clarté mentale. Mais entre autres, la charge de travail peut vite devenir énorme. On peut vite se retrouver submergé par toutes les choses que nous voulons faire, que nous devons faire. Dans le même temps, et encore plus quand tu es jeune, que tu n'as pas encore une position permanente, fixe, où tu, on va dire, alternes entre CDD, c'est que tu as une pression de publication. Tu as une pression de publier dès le plus jeune âge, dès le plus tôt dans ta carrière académique, avec la fameuse règle Publish or Perish, qui incite les chercheurs à produire constamment, et parfois même au détriment de la qualité du travail ou de leur santé mentale. Cela amène donc une culture de la performance, où l'académie va valoriser compétition, excellence, au détriment du bien-être des chercheurs. Ils veulent produire un maximum d'articles, car plus tu produis, plus tu gagnes et plus justement tu démontres que tu es un grand institut. L'isolement peut être aussi omniprésent dans le monde académique où tu deviens un érudit d'un sujet et peu de personnes avec qui en parler. Selon ton domaine, tu peux ne pas vraiment voir tes collègues. Tu peux justement avoir du mal à trouver des gens avec qui parler de tes problèmes. Tu peux très rapidement t'isoler et avoir l'impression que personne n'a les mêmes problèmes que toi, ce qui est très probablement faux. Beaucoup de personnes, la plupart des doctorants, des chercheurs rencontrent les mêmes problèmes, mais peut-être n'en parlent pas assez. Et il y a aussi un manque de reconnaissance énorme. Quand tu es doctorant, t'as pas vraiment... T'es étudiant. On te dira que t'es pas étudiant parce que oui, c'est un travail, t'es payé, tu fais déjà de la recherche. Mais t'as pas beaucoup de reconnaissance, tu es là pour apprendre. Tu apprends énormément à faire de la recherche, mais plus tu avances, quand tu deviens postdoc, tu es toujours en contrat précaire. C'est difficile de trouver un poste permanent. Les gens du département ne vont pas forcément te reconnaître en tant que chercheur. Ils vont juste essayer de te prendre comme une machine à sous, machine à produire. Et ils portent peu d'importance à qui tu es en tant qu'individu et ce que toi, tu voudrais et ce que tu aimerais accomplir. Et en plus de cela, il y a un autre point qui n'est pas écrit là, qui est que tu n'as aucune idée de quoi faire. Tu ne sais pas du tout ce que tu dois faire. Tu ne sais pas vraiment ce que cela veut dire de faire de la recherche. Tu es perdu, tu pars dans toutes les directions, tu te disperses. Tu ne sais pas vraiment où aller, que faire, comment organiser tes projets, que faire chaque jour, comment faire avancer ton doctorat, comment faire avancer ta recherche. Et du coup, tu erres. Tu tournes de gauche à droite, tu ne sais pas vraiment où aller et que faire. Et pour cela, il y a une solution très simple, tu peux acquérir le livre que je propose sur mon blog.
créer ton projet de recherche, de l'idée au financement réussi. Le but de celui-là est de t'aider à comprendre comment créer un projet de recherche. Tu peux acquérir le livre, le Kindle est disponible pour 10 euros, donc théoriquement, tout doctorant peut acquérir ce livre. Et il va t'aider justement à avoir toutes ces bases. Si tu as un autre problème d'organisation, je t'invite à regarder mes formations pour doctorants. Tu auras tout ce que tu as envie, les règles pour comprendre comment faire un doctorat, rédiger un article scientifique, être motivé, prendre contrôle de son temps. Et si tu suis tout cela et que tu appliques tout cela, tu auras toutes ces bases, toutes ces fondations nécessaires pour la thèse. Et ainsi, tu pourras sûrement comprendre les bases, ce qui va t'aider justement énormément pour la suite, pour pouvoir avancer. Car si tu ne comprends pas les bases, tu avances à l'aveuglette, tu avances sans savoir quoi faire. Donc maintenant, j'aimerais que tu te poses quelques minutes et que tu te poses la question de si oui ou non tu ressens ces signes précurseurs du burn-out, tels que une fatigue chronique, tu as un sentiment d'épuisement constant, même après une nuit de sommeil, tu manques d'énergie, tu as des difficultés à te lever le matin, tu as l'impression de ne jamais être vraiment reposé, tu es démotivé, tu perds de l'intérêt pour ton travail, tu as moins de satisfaction professionnelle, sentiment d'inutilité, manque de plaisir dans les activités autrefois appréciées. Tu es plus irritable et anxieux. Tu as un sentiment de frustration accrue face aux tâches quotidiennes. Tu te sens plus sensible aux critiques, plus facilement agacé par les collègues. Tu ressens une tension intérieure constante. Tu as des difficultés à te concentrer, incapacité de rester focalisé sur un travail. Et du coup, tu as du mal à lire les articles scientifiques et tu pars dans toutes les directions. Bien sûr, cela peut aussi être juste un problème de méthode. Donc il faut voir si tu as déjà les bonnes méthodes et si malgré le fait d'avoir les bonnes méthodes, tu as tous ces problèmes. Ou des troubles physiques, maux de tête, douleurs musculaires, troubles du sommeil. Ça peut être aussi un indicateur de stress chronique, insomnie, appétit perturbé, des douleurs inexpliquées. Tout cela sont des signaux que ton corps t'envoie pour exprimer son mal-être. Et donc, essaye de repérer tous ces symptômes-là, toutes ces choses-là, pour essayer de voir si oui ou non tu les ressens. Et si tu les ressens, essaye de voir ce que tu peux mettre en place pour les surmonter. Parce que ce n'est pas normal de ressentir toutes ces choses-là. Certaines personnes te diront oui, c'est normal, c'est le monde académique, c'est la recherche, c'est le doctorat, c'est un rite de passage, tu dois passer par cela. Mais moi, je te dis que tu peux avoir une expérience de thèse épanouissante, tu peux grandir pendant ta thèse, tu peux t'épanouir. Et c'est ce que tu devrais chercher à faire. Tu devrais chercher à grandir, à apprendre et à progresser. Comment se reconstruire après le burn-out? Donc déjà, si tu sens que tu as tous ces symptômes-là, tu peux consulter, tu peux prendre une pause, en discuter. Des fois, les universités proposent justement des coachs, des psychologues pour discuter de tout cela. Repense ton rapport à ton travail, réévalue tes priorités, dis non aux sollicitations excessives, définis l'équilibre entre ta vie privée et perso que tu penses être le bon, qui te semble être le meilleur. Adopte des attitudes et des habitudes de repos et de récupération. Le repos, c'est pas seulement dormir, mais c'est aussi pratiquer des exercices qui ressourcent. Marche, peinture, méditation, sport, peu importe. Dans mon cas, je fais du sport presque tous les jours parce que quand je ne fais pas de sport, je dors moins bien, j'ai moins d'appétit. Et si je ne fais pas de sport pendant une semaine, je mange presque plus parce que j'ai pas faim en fait. J'ai pas envie de manger parce que j'ai pas dépensé d'énergie. Et c'est dommage parce que j'aime bien manger, je profite en mangeant. Et je dors moins bien parce que mon corps n'est pas fatigué. Et du coup, le lendemain, je suis moins reposé, je travaille moins bien. Et c'est juste une boucle négative. Donc, dans mon cas, j'ai toujours fait du sport depuis que mon plus jeune âge. Je faisais de l'escrime plus jeune. Et peut-être que tu n'as jamais fait de sport et que tu n'as pas l'impression et que tu ne vois pas les effets justement du sport sur ta santé. Mais je t'invite à commencer. Commence à en faire 2 fois par semaine, peut-être. Et vois comment tu te sens. Et bien, dans le même temps aussi, tu peux renforcer ton réseau de soutien. Donc, discute davantage, parle de tes problèmes. Ose parler de toutes les difficultés que tu rencontres avec tes amis, avec un mentor, avec tes superviseurs. Et si vraiment nécessaire, tu peux aussi
explorer de nouvelles opportunités professionnelles. Il y avait un PI, un professeur à mon université, qui vers ses 40 ans, il en avait marre. Il en avait marre du monde académique. Il disait que c'était trop intense, que tu pouvais pas vivre en fait. Et du coup, ce qu'il a décidé de faire, c'est juste de quitter le monde académique. Il a décidé de devenir professeur au collège, instituteur au collège, ou au lycée, quelque chose comme ça. Et il a l'air de vraiment être heureux d'avoir fait sa reconversion professionnelle et de vivre une expérience différente, de vivre quelque chose de différent. Donc tu peux toujours te reconvertir, il n'est jamais trop tard. Et maintenant, comment prévenir le burn-out? Donc, comment le prévenir? Eh bien, la première chose, c'est d'avoir en tête ce que toi tu veux. Qu'est-ce que tu veux accomplir avec ton doctorat? Qu'est-ce que tu veux explorer avec ta thèse? Qu'est-ce qui te semble important d'apprendre pendant ton doctorat? Et ainsi, tu peux fixer des limites claires pour pouvoir dire non lorsque ça commence à être trop, pour pouvoir dire non, je n'ai pas le temps dans cette durée. Par exemple, si on te dit la semaine prochaine, il faut que tu aies fait ça, ça et ça, tu peux te poser et te dire je ne pense pas avoir le temps de faire cela. Et tu as le droit, c'est ton expérience, c'est ton aventure, le doctorat. Donc c'est à toi de mettre des limites claires, de définir ce qui te semble bon et ce qui te semble mauvais. Apprends à gérer ton stress. Ça peut être méditation, yoga, respiration, peu importe. Technique Wim Hof où tu respires très vite. Ça peut aussi être du sport. Tu peux faire du sport sans musique où tu dois vraiment prendre le temps de te poser et d'écouter tes pensées. Mets ton téléphone de côté pour pouvoir justement avoir en tête quelque chose de clair et ne pas toujours être distrait, pour avoir laissé le temps à ton cerveau de procéder les informations qui viennent à lui, parce qu'il est toujours il travaille toujours en arrière-plan, donc il faut lui laisser le temps justement de travailler. Encourage les échanges et soutien mutuel, donc discute avec ton groupe, mentionne les difficultés que tu rencontres et ose en parler. C'est vraiment ce qui est le plus important. Tout le monde rencontre les mêmes difficultés en thèse, donc parle-en, discute de tout cela. Optimise ton organisation et ta gestion du temps. Priorise les tâches essentielles. Donc évite la procrastination et délègue lorsque c'est possible de déléguer. Ne te disperse pas, concentre-toi sur les tâches les plus importantes à accomplir. Et essaye d'encourager une culture académique plus saine. Sensibilise les institutions à la santé mentale. Mets en place des politiques de bien-être, encourage ton environnement. Donc ça, c'est vraiment si tu as envie d'appliquer la chose, c'est quelque chose qui te touche et que tu penses être vraiment important. Mais dans un premier temps, concentre-toi sur toi-même. Essaye de voir ce que tu peux mettre en place aujourd'hui pour toi, essayer d'aller mieux, pour améliorer ta santé mentale. Parce que si tu as une bonne santé mentale en thèse, tu vas pouvoir travailler et avancer et faire de la bonne recherche. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas travailler si ton cerveau est totalement détraqué en fait. Et c'est ça que tu dois te rendre compte, c'est que c'est très important de maintenir toutes ces bonnes choses, même lorsque tu es en aventure, lorsque tu es en train de vivre ton doctorat. Être en bonne santé mentale et faire une thèse peuvent aller de pair. Sur ce, je t'invite à aller voir le podcast dont je t'avais parlé, que j'ai sorti il y a déjà quelques années, le burn-out en thèse, où je faisais un podcast avec Amandine qui a fait un burn-out pendant son doctorat et a voulu en parler avec nous, les leçons qu'elle en a tirées et les conseils pour l'éviter. Je t'invite à aller écouter ce podcast pour aller plus loin et je te dis à bientôt. Ciao.